Le fleuve du Mékong arrive bientôt à la fin de son voyage. Ici, au Vietnam, en bordure du delta, le fleuve se sépare en une multitude de canaux avant de rejoindre son ultime destination. Après 4350 km, il se jette enfin dans la mer. Des pics découpés de calcaire percent la jungle en contrebas. Leurs pointes érodées sont un terrain de jeu pour d'audacieux acrobates. Des créatures fantastiques dansent dans les sous-bois, tandis que les crabes décorent les plages en cherchant des nutriments transportés par le fleuve depuis des terres lointaines. Et dans les eaux du littoral alimentées par le fleuve, des communautés colorées se développent dans les hauts fonds. Le puissant Mékong a suivi son cours. Son voyage s'arrête ici. La plaine du delta inférieur du Mékong est la dernière région traversée par le fleuve avant que ce dernier ne se jette dans la mer. Ici, le fleuve, la terre et la mer se confondent, créant un monde fertile aussi bien au-dessus que sous la surface. Tout le long de la côte du Vietnam, il est une dernière barrière que le fleuve doit franchir. Les incroyables falaises karstiques, des merveilles naturelles formées par les sédiments marins déposés il y a des millions d'années et creusés par le Mékong. Une ligne d'arrivée à la mesure du fleuve légendaire qui doit la traverser. Ces falaises recouvrent ici 20% du territoire. Cette zone karstique du sud du Vietnam est unique. Son isolation géographique des autres formations de karst a donné lieu à une grande spéciation, chez les végétaux comme chez les animaux. Tout en haut des arbres qui enveloppent les falaises escarpées vit un animal rare et tenace. Le Semnopithèque à crête. Reconnaissable à sa fourrure grise et à sa crête argentée le long du crâne qui vient recouvrir ses joues. C'est une espèce menacée. Ils sont chassés pour leur viande et pour la médecine traditionnelle, et leur habitat succombe aux exploitations minières et agricoles. On estime que la population de Semnopithèques a chuté de plus de 50% au cours des dernières décennies. On ne les trouve plus qu'à l'ouest du Mékong. La plupart préfèrent vivre cachés dans la canopée de la forêt, mais ce groupe particulier a opté pour une vue sur la mer. Ils ont choisi un emplacement tout en haut des montagnes karstiques dans le district côtier de Kiên Giang, à 120 mètres au-dessus de la mer. Aucune autre population de ces singes ne vit dans un environnement aussi extrême. Avec leurs parois raides et leurs bords acérés, ces montagnes karstiques ne font pas un habitat des plus accueillants. Mais c'est précisément pour son inaccessibilité que ces singes ont choisi leur territoire. La compétition y est plus rare. Survivre sur ces rebords nécessite un vrai talent. La nuit va bientôt tomber. Ce groupe doit se dépêcher.
Ils n'ont plus que quelques minutes de soleil pour escalader la paroi irrégulière et retrouver leurs arbres pour dormir. Le mâle adulte mène sa troupe, constituée de femelles, de leurs petits et de mâles subordonnés ou non reproducteurs. Il n'y a pas de raccourci pour monter et les petits doivent bien s'accrocher sur le trajet. Ce sont les singes ayant les plus longues pattes arrière. Ils peuvent bondir par-dessus les rochers bas avec facilité. Leur longue queue les aide à garder l'équilibre. La prochaine étape du voyage est plus dangereuse. Entre ce groupe et leur couchette se dresse une paroi abrupte. La grimper prendra du temps et le jour commence à baisser. Cette mère ouvre la marche sous le regard de ses congénères. Elle peut monter et descendre cette falaise plus de 10 fois au cours d'une journée. Avec un bébé à transporter, cela relève de l'exploit. Elle atteint finalement le sommet. Juste à temps pour la tombée de la nuit. Le groupe s'installe pour dormir. Leurs arbres longent le sommet des falaises qui surplombent la côte sud-ouest du Vietnam. Cette région fait partie du delta des 9 dragons, ainsi appelé car le fleuve du Mékong s'y divise en 9 canaux avant de se déverser dans la mer de Chine méridionale. Loin des falaises karstiques, le Mékong nourrit la plus importante plaine agricole du pays dans sa traversée du delta. Ici, le fleuve s'écoule si lentement qu'il dépose enfin les sédiments qu'il a transportés sur des milliers de kilomètres, créant ainsi un sol extrêmement fertile et riche en nutriments. Le delta des 9 dragons est un monde aquatique complexe, un entrecroisement de marchés flottants, de trafic fluvial et de pêcheurs qui se disputent l'espace. Les habitations occupent les rives. La vie dépend intégralement du fleuve. De nombreux villages ne sont accessibles que par les rivières et les canaux. Au bord extérieur du delta, où l'eau douce du fleuve se mêle au marais salé, une culture en particulier demeure florissante. Voici le pays des cocotiers. Une terre où les palmiers s'étendent à perte de vue. Chacun produisant 50 fruits par an. 2 fois plus coûteuse que le riz, la culture de noix de coco est l'un des secteurs agricoles les plus rentables du delta. Le réseau de courants de basse terre offre un contraste saisissant avec les imposantes falaises qui surplombent le parcours du Mékong jusqu'à la mer. Tout en haut des aiguilles rocheuses, nos singes argentés se nourrissent tranquillement du feuillage alentour. Afin d'assurer leur train de vie énergivore, ils consomment plus de feuilles que n'importe quel autre singe philophage. Ici, ils ont l'embarras du choix. On dénombre 322 espèces de plantes dans la région et les semnopithèques en mangent la plupart. Leurs dents ont des crêtes pour broyer et leurs molaires sont plus grandes, ce qui leur permet de mâcher les feuilles les plus caoutchouteuses. Ils ont également de plus grandes glandes salivaires qui les aident à briser les aliments. D'autres primates auraient du mal à digérer cette nourriture. Mais ces singes gris ont un corps anormalement long qui contient un estomac à 3 chambres.
essentiels pour digérer les grandes quantités de cellulose qu'ils doivent consommer chaque jour. Les bébés semnopithèques sont très différents des adultes. Dans l'environnement vert de la jungle, ce petit est immédiatement visible grâce à sa fourrure d'un orange éclatant. Cette particularité fascine les primatologues depuis des années. Une théorie dit que la fourrure orange réduit le risque pour les mères, celle de perdre leur bébé dans le feuillage dense de la jungle. Les semnopithèques commencent à se reproduire à un âge avancé. Leur grossesse est relativement longue et ils ne donnent naissance qu'à un bébé à la fois. Avec un rythme de reproduction oscillant, leurs petits sont précieux. Leur mode de vie extrême a aussi créé un impact sur leur technique d'éducation. Contrairement à la plupart des primates, ils autorisent d'autres femelles à s'occuper de leurs petits dès le premier jour. Cela libère la mère qui allaite pour consommer plus de calories. Et c'est un bon entraînement pour les futures mères pour apprendre à porter des bébés en traversant les rochers escarpés. Des études ont même montré que les mères ayant une expérience de babysitting ont presque 2 fois plus de chances que les autres de voir leur propre enfant atteindre la maturité. Cette jeune femelle est impatiente de s'entraîner. Personne ne lui a confié son petit, alors elle décide de résoudre elle-même le problème. Âgé de seulement quelques semaines, ce bébé est un trésor pour sa mère. Mais la femelle errante a également ses vues sur lui. La mère sent son intérêt et s'éloigne. La femelle solitaire n'abandonne pas. La mère parvient à garder son bébé. Du moins pour l'instant. Il y a suffisamment de bébés dans le groupe, notre aspirante nourrice aura bientôt droit à son entraînement. Mais le kidnapping n'est sans doute pas sa meilleure stratégie. Les falaises de calcaire qui abritent ces singes sont le résultat de l'activité tectonique qui a élevé les fonds marins il y a 400 millions d'années. Jurant au milieu du paysage plat, ces montagnes ne couvrent que 3,5 km². Au cours des millénaires, l'eau a peu à peu dissous la roche, donnant lieu à cette étrange surface irrégulière. Ici, les conditions sont extrêmes. Les longues heures sous un soleil intense et les températures étouffantes chauffent la roche balayée par le vent. Les plantes qui y vivent ont spécifiquement évolué pour supporter ces conditions. Leurs racines solides s'infiltrent dans les fissures et les crevasses de la falaise et pénètrent profondément dans la roche poreuse pour atteindre l'eau et les minéraux. Certaines racines relâchent même un acide qui dissout le karst. Alors que les feuilles tombent, une mince couche de terre se forme depuis le tapis de feuilles et permet à de nouvelles plantes de pousser. L'eau acide des pluies et des racines filtre à travers la pierre et dissout le calcaire, sculptant ainsi de magnifiques grottes. C'est l'un des paysages les plus légendaires et sacrés de l'Asie du Sud-Est. La portée religieuse de ces montagnes a protégé cet endroit. Les moines bouddhistes occupent ces terres depuis des siècles. Ils ont transformé de nombreuses grottes en temples.
Ils portent les singes en haute considération et les autorisent à occuper le terrain accidenté en toute tranquillité. Les semnopithèques femelles, nées sur ce territoire, y resteront toute leur vie. Les mâles, en revanche, devront quitter le groupe lorsqu'ils atteindront leur maturité, vers l'âge de 4 ans, pour rejoindre un groupe de mâles célibataires ou fonder leur propre famille. Une tâche colossale. Ce petit est âgé d'environ 3 mois. Sa fourrure commence à virer au gris. Sous le regard attentif de sa mère, il commence à explorer son environnement. Il teste son poids sur les branches et réfléchit à la manière de les manipuler pour pouvoir se déplacer dans la canopée. Il doit encore apprendre à se servir de sa queue pour garder l'équilibre. Les compétences sociales sont apprises en priorité car la vie dans cet environnement difficile est bien plus facile en groupe. Il trouve un petit de son âge pour jouer. Un bébé d'une autre mère de son groupe. Ils commencent à se bagarrer. Chacun tente de prendre le dessus sur l'autre à coups de dents. Leur comportement actuel pourrait influencer leur rôle dans la hiérarchie sociale du groupe lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Malgré la violence apparente, leurs dents et leurs ongles ne sont pas encore tranchants. Il y a donc peu de risque de blessure. Non seulement ces jeux leur apprennent la domination, mais ils aident les 2 enfants à développer leur coordination musculaire. Ils ont encore du temps devant eux avant de devoir mettre ces leçons en pratique. Pour un jeune mâle, ce temps est arrivé bien trop vite. Il explore le pied des falaises près des quartiers de moines. Il est seul, mais pas par choix. Il a 4 ans. Il a quitté son groupe familial et a parcouru un long chemin depuis sa région natale. En s'aventurant aussi loin de sa famille, il aide à diversifier son patrimoine génétique. Mais il semble que les avantages de la communauté lui manquent déjà. Le toilettage régulier par les autres membres du groupe le gardait à l'abri des parasites, mais seul, il est à la merci des nuisibles. Il doit soit prendre agressivement le contrôle du groupe d'un autre mâle, soit attirer des femelles célibataires pour former son propre groupe. Il scrute les arbres à la recherche de partenaires éventuels. Il aura peut-être plus de chance en grimpant. Il repère un duo de femelles potentiellement disponibles qui se font la toilette. C'est le moment de les impressionner. Il se lance à travers la canopée. Mais ces femelles n'ont pas l'air intéressées. Le temps d'atteindre leur perchoir, elles ont disparu. Trouver sa place dans un autre groupe est difficile. Aujourd'hui, il est dans la fleur de l'âge, mais plus il s'attarde, plus il aura de mal à trouver une partenaire. Il continue de vagabonder seul sur les rochers. La concentration de semnopithèques dans cette région est très dense.
et il ne devrait pas tarder à trouver quelqu'un à impressionner avec ses talents. Pour l'heure, il redescend vers le sol de la forêt. C'est une descente de 120 mètres depuis les hauteurs des falaises et de la canopée jusqu'au sol. En se rapprochant du pied de la montagne, le sol devient plus riche et la végétation plus luxuriante. Le flot perpétuel des eaux riches en sédiments du Mékong donne lieu à de denses poches de jungle. La température de ces forêts tropicales reste de 25 degrés constants, ce qui en fait l'environnement parfait pour les insectes. Le Vietnam s'avère accueillir la plus grande diversité d'insectes de toute l'Asie du Sud-Est. Alors que certains organismes se camouflent pour survivre, d'autres se démarquent naturellement. Parmi eux, on trouve possiblement la plus mignonne des créatures à occuper le sol de la forêt. On pourrait les confondre avec des fleurs, si elles ne s'activaient pas autant. Ces délicats petits organismes sont des nymphes de Fromnia rosea, la forme juvénile des cicadelles. Elles sont couvertes d'une substance cireuse blanche qu'elles sécrètent de leur abdomen. Cette cire a un goût très amer, ce qui les rend indésirables des prédateurs. Elles dansent de façon visible le long des tiges des plantes, sachant pertinemment que grâce à leur manteau duveteux, elles sont intouchables. Cet uropige n'a rien de duveteux. Grâce à sa carapace, il ne craint pas de rôder sur le sol de la forêt. Bien qu'il ressemble à un scorpion, l'uropige appartient à un ordre différent et plus ancien d'arachnides. Il est doté d'une arme secrète et ce n'est pas un dard. Il utilise sa queue fine pour libérer un gaz aigre autour de lui. L'odeur est si repoussante que peu de prédateurs osent l'approcher. C'est un solitaire qui n'a pas besoin de compagnie. Mais pour les habitants les plus forts des sous-bois, ceux qui vivent en colonie, c'est leur nombre qui leur permet de survivre. Les termites et les fourmis sont eux sociaux. Ils s'organisent en sociétés où les tâches communes sont réparties. Les immenses populations des colonies montrent à quel point cette vie sociale est efficace. Les termites traversent le sol de la forêt aux yeux de tous. En se déplaçant ensemble avec une telle fluidité, ils pourraient être considérés comme un unique superorganisme. Et ces fourmis tisserandes montrent leur férocité face aux moindres insectes qui croisent leur chemin. En collaborant, elles peuvent venir à bout de proies bien plus grandes qu'elles. Elles font partie des centaines d'espèces d'insectes vivant en colonie qui dominent le sous-étage de la forêt. Les fourmis se retrouvent dans presque tous les habitats terrestres partout dans le monde. Il en existe plus de 12 500 espèces connues aujourd'hui et l'on estime que 10 000 autres sont encore à découvrir. Et la plupart vivent ici, dans les tropiques. Pour ces fourmis, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui font partie de leur colonie et les autres. Et tous les autres sont des ennemis. Une faction de cette colonie s'est trouvé un énorme repas. Elles doivent maintenant le ramener à leur nid. Mais elles semblent avoir de la concurrence. Elles croisent la route d'une autre colonie de fourmis tisserandes de la même zone.
La colonie rivale tente de récupérer le criquet et de l'emmener dans l'autre sens. Pour nous, il est impossible de distinguer l'une ou l'autre des colonies. Mais si une fourmi détecte une odeur différente de la sienne, elle attaquera. Finalement, les concurrentes abandonnent et l'armée victorieuse emporte son butin vers le reste de la colonie. Ici, la forêt s'étend jusqu'à l'extrémité du delta et côtoie directement la mer de Chine méridionale. Les eaux cristallines et les vagues légères en font un paysage idyllique. Un motif complexe décore la plage comme une œuvre d'art moderne. Des boules de sable, par milliers, toutes de la même forme et de la même taille. Elles ont été fabriquées par les sculpteurs de sable de la côte vietnamienne. Les crabes Scopimera. Ces petits crustacés se retrouvent sur toute la côte de l'Asie du Sud-Est et vivent dans des terriers sur les plages. Ils ont un corps sphérique doté de longues pinces plates, de pattes poilues et de 2 yeux qui peuvent se replier dans leurs ouvertures lorsque les crabes se faufilent dans leur terrier. Avec son corps de la même couleur que le sable, ce crabe pourrait passer inaperçu, contrairement aux impressionnantes créations qu'il laisse derrière lui. Ce crabe prend son déjeuner. Il se nourrit de la méiofaune, de minuscules invertébrés qui ne se mesurent qu'en micromètres. Il crée les boules de sable en mangeant. Le crabe tamise le sable en portant les grains à sa bouche à l'aide de ses pinces verticales. Plusieurs mandibules lui servent de filtre à multiples couches pour récupérer les petits organismes sur la surface de chaque grain. En retirant ces aliments microscopiques, il moule le sable propre en boules parfaites. Cela l'empêche ainsi de se nourrir 2 fois des mêmes grains de sable. Tout en générant de plus en plus de boules, il trace des chemins en avançant et reculant afin de s'aventurer de plus en plus loin de son terrier. Chaque crabe peut nettoyer le sable à plusieurs mètres de son logis. Et la concurrence pour l'espace est farouche. Ce crabe est à la traîne. Il semblerait qu'il n'ait pas été convié à la fête. Ces 2 crabes se disputent la méiofaune de premier choix à coups de pince. Les confrontations dégénèrent rarement en agression. Lever ses pinces en l'air suffit le plus souvent à faire fuir rapidement l'adversaire. La plupart du temps, ils se côtoient les uns les autres et transforment toute la plage en quelques heures. Mais pour ces crabes, le temps est compté. Dans quelques heures, toute cette zone sera submergée. Ils doivent manger autant que possible avant que la marée ne monte. Alors que la mer vient effacer leur création, les crabes retournent à leur terrier. La marée montante dépose une nouvelle couche de méiofaune sur le sable. Lorsqu'elle redescendra, le nettoyage méticuleux des grains pourra reprendre. Ailleurs, le long des bordures du delta, les 9 dragons traversent un habitat légèrement différent.
les mangroves. Des réseaux entremêlés d'arbres longent les courants du delta et s'étendent jusqu'au littoral. Les mangroves dominent la zone de transition entre le fleuve et l'environnement maritime. C'est ici que l'un des plus grands fleuves d'Asie commence à se mêler à l'océan. Ces arbres exceptionnels semblent provenir d'un autre monde et demeurent les maîtres de leur environnement. Ils se sont adaptés pour s'épanouir là où rien d'autre n'arrive à tenir debout. L'eau contient ici 100 fois plus de sel que ce que la plupart des plantes ne peuvent supporter. Et elle inonde la région 2 fois par jour, au rythme des marées. Mais ces réseaux complexes de racines ont spécialement évolué pour permettre aux mangroves de survivre là où d'autres plantes succomberaient. Elles agissent comme des filtres, retirant 90% du sel avant d'absorber l'eau. Et leurs racines fonctionnent comme des tubas, permettant aux arbres de respirer durant la marée haute. L'enchevêtrement élaboré des racines fait de ces mangroves un lieu enchanteur. Elles débordent de vie. Les racines submergées font office de maternité pour des centaines d'espèces marines de la région. Un refuge protégé pour les jeunes poissons avant qu'ils ne rejoignent l'océan. L'incroyable voyage du Mékong touche à sa fin, tandis que les 9 dragons se déversent dans la mer de Chine. Le fleuve délivre quelques 475 km3 d'eau chaque année en quittant les falaises karstiques, les jungles et les mangroves. Mais même ici, le puissant Mékong garde une influence capitale. Le torrent d'eau douce s'étend sur plusieurs kilomètres dans la mer de Chine méridionale, nourrissant un océan plus riche en biodiversité que la majorité des écosystèmes marins de la planète. Et cela grâce à une seule chose: l'immense diversité de ces récifs de corail. Les récifs de corail sont des colonies de milliers d'animaux minuscules appelés polypes. Les polypes de corail individuels tirent leur énergie et leurs nutriments du soleil, grâce à la photosynthèse des algues qui vivent à l'intérieur de leurs tissus. Ces coraux en branches peuvent grandir de 20 cm par an, ce qui est relativement rapide. D'autres espèces, comme les porites, grandissent bien plus lentement, gagnant seulement 1 cm chaque année. Le corail fournit des cachettes pour des centaines de poissons tropicaux. Certains d'entre eux sont arrivés très jeunes, propulsés par les eaux du Mékong depuis les maternités des mangroves. Voici des demoiselles à rayures blanches et noires. Elles nagent en banc et sont prêtes à se précipiter dans des crevasses au moindre signe d'un prédateur. Certains poissons protègent même leurs récifs de corail. Les poissons papillons se forment en couple et défendent leur territoire. Mais alors que les eaux du Mékong se déversent dans la mer, elles peuvent apporter un cadeau indésirable. Elles déposent de grandes quantités de sédiments qui peuvent avoir un impact négatif sur le corail. Les nutriments qu'il contient accélèrent la croissance des algues sur les récifs, monopolisant l'espace et la lumière. Cela peut poser un problème majeur pour l'écosystème sous-marin. Cependant, toutes les espèces ont un rôle à jouer pour maintenir le bon équilibre. Cette tortue verte a une mission à accomplir. C'est une tondeuse sous-marine. Ces tortues peuvent atteindre 1,50 m de long et peser jusqu'à 220 kg. Leur carapace arbore des motifs colorés qui changent tout au long de leur vie.
Tout en nageant, elles aspirent de grands brins d'algues, ce qui lui constitue un repas nourrissant et contient leur croissance. Les tortues vertes peuvent vivre plus de 100 ans et sont essentielles à la survie du corail. La croissance des algues n'est pas la seule à devoir être contenue. Les grandes dents de ce baliste titan donnent un indice sur son rôle. C'est l'élagueur du corail. De plus petits poissons l'entourent pour se nourrir des restes et des autres organismes qu'il retourne sur son passage. Ses dents solides sont très efficaces. Et il nage d'une façon particulière qui le fait tourner sur lui-même en mangeant, ce qui lui permet d'atteindre tous les coins et recoins du récif. Les nutriments du Mékong alimentent non seulement la croissance des algues, mais aussi du plancton, ce qui attire le plus grand poisson de la mer de Chine, le requin-baleine. Il parcourt des milliers de kilomètres pour rejoindre ses eaux. Cet animal massif peut atteindre 12 mètres de long et peut vivre entre 70 et 100 ans. Le requin-baleine arbore un motif particulier de points et de rayures blancs sur son corps, conçu pour le camoufler en réfléchissant la lumière. Il se nourrit constamment en glissant dans l'eau. Son énorme gueule, de près d'1,5 mètre de large, engouffre d'immenses quantités de minuscules planctons qu'il filtre à travers ses branchies tout en nageant. Malgré son nom, ce requin est un animal très docile, qu'il se déplace habituellement avec un entourage de rémoras. Il s'attache aux requins-baleines en se servant de leur aileron dorsal comme d'une ventouse et se nourrissent de ces parasites ainsi que de restes de nourriture, de déjections et de petits zooplanctons. Il nettoie le requin tout en se nourrissant. Les requins-baleines semblent comprendre l'avantage que représentent les rémoras, car il arrive qu'ils ralentissent pour leur permettre de s'accrocher avant de reprendre leur chemin. De nombreux couples d'espèces reposent les uns sur les autres pour survivre, comme ces vers arbres de Noël multicolores et le corail dans lequel ils s'incrustent. Ils utilisent leurs tentacules colorés pour filtrer les micro-organismes de l'eau. Les vers sont venimeux pour de nombreux prédateurs du corail et repoussent donc les animaux qui s'en nourrissent. Le corail, quant à lui, leur fournit un abri dans le récif. Les tentacules de cette anémone sont hautement venimeux pour tous les poissons, à l'exception d'un seul. Caché parmi eux se trouve leur partenaire symbiotique, un poisson-clown rose femelle. Les longs tentacules ondoyants de l'anémone font un refuge parfait pour ce poisson et ses œufs. Tandis que le poisson-clown se réfugie des prédateurs qui ne peuvent traverser les tentacules venimeux, il débarrasse l'anémone de ses déchets et parasites. Pour que ces relations fonctionnent, chacun doit y mettre du sien. Posée sur le récif, impossible de manquer cette anémone cuir d'un violet éclatant. Ses tentacules sont refermés, indiquant qu'elle se livre à un festin carnivore et a dû ingérer des crevettes, du krill, du phytoplancton et même des moules. Ces poissons clowns roses cherchent un endroit où se cacher, mais ne peuvent pas entrer dans leur refuge habituel.
L'anémone est occupée à transporter ses proies jusqu'à sa bouche, située à sa base. Les poissons persistent. Mais l'anémone demeure fermée pour le déjeuner. Plusieurs poissons clowns vont souvent occuper une anémone. Les poissons clowns peuvent changer leur sexe selon la nécessité. Les plus grands d'entre eux sont toujours les femelles reproductrices. Ensuite viennent les mâles reproducteurs. Et les plus petits du groupe sont les mâles non reproducteurs. Lorsque la femelle meurt, le mâle reproducteur change de sexe pour devenir une femelle. Et le plus grand non reproducteur prend sa place pour pouvoir s'accoupler. Cet hermaphrodisme séquentiel est commun chez les poissons et leur permet de maintenir un équilibre sexuel idéal dans un habitat en constante évolution. L'une des créatures les plus hautes en couleur de l'océan peut changer toute son apparence en quelques secondes selon les circonstances. La seiche. Ce magnifique spécimen mâle fait 42 cm de long et pèse 5 kg. Il arbore de superbes couleurs arc-en-ciel. Mais ce n'est pas à but décoratif. Il cherche à séduire une partenaire. Il se dirige vers une femelle, plus petite et de couleur brune. Il semblerait que ce soit son jour de chance. Il passe une poche de laitance à la femelle, dont cette dernière se servira pour féconder ses œufs. Après l'accouplement, le mâle reste près de la femelle et la protège contre les intrus qui tenteraient de lui donner également leurs semences. Les femelles peuvent se retrouver avec 10 mâles pour chacune d'entre elles. Et l'un d'eux ne tarde pas à s'approcher pour tenter un coup d'état reproductif. Le premier mâle dresse ses tentacules dans une démonstration agressive de force. Mais le rival ne lâche pas l'affaire et utilise une technique surprenante pour déstabiliser le protecteur. Il replie ses tentacules et change sa couleur pour un motif brun moucheté. Il ressemble maintenant à une femelle. Les seiches peuvent changer leur couleur, leur forme et leur texture à volonté. Leur peau est couverte de 200 cellules pigmentées par millimètre carré. Elles s'en servent pour changer d'apparence en l'espace d'une demi-seconde. Mais le premier mâle ne sera pas trompé si facilement. Il continue de brandir ses tentacules et de protéger sa femelle. Cela pourrait durer des heures, mais il ne la quittera jamais. Après l'accouplement, les œufs fécondés de la femelle sont prêts. Elle les dépose dans une crevasse sur un rocher. Le mâle n'est pas au bout de ses peines car des intrus sont toujours à l'affût de la moindre occasion de s'immiscer. Cette femelle continuera à se reproduire jusqu'à ce qu'elle ait épuisé son stock d'environ 200 œufs. Les œufs resteront ici pendant 3 à 5 mois jusqu'à ce qu'ils éclosent. Mais leurs parents ne vivront peut-être pas pour assister à la naissance de la future génération. Car la saison des amours marque pour certains la fin de leur cycle de vie de 2 ans.
Une fois qu'elle sera à court d'œufs à féconder, elle s'éloignera du groupe. Et lorsque le mâle aura épuisé son énergie, il se retirera lui aussi pour mourir. Une fin sans cérémonie pour une vie colorée et productive. Au cours d'un voyage qui a commencé sur le toit du monde, tout en haut des montagnes du Tibet, le fleuve du Mékong a tracé sa route sur 4350 km, drainant plus de 800 000 km² de territoire, dans 5 pays différents, descendant de 4500 mètres d'altitude, traversant une série de paysages monumentaux et nourrissant une incroyable diversité d'animaux. Depuis les montagnes de la Chine jusqu'aux grottes du Laos, à travers les forêts de la Thaïlande et les lacs du Cambodge, pour finir dans le delta du Vietnam. À sculpter les paysages, à façonner les espèces, et à maintenir en vie tous ceux qui dépendent de lui. L'héritage du Mékong est d'une richesse inimaginable en termes de biodiversité. Un héritage qui perdurera aussi longtemps que ses eaux continueront de couler.